Je vais vous parler de questions éthiques des grands modèles de langue et j'ai un peu regardé la communauté, ce que vous faites. Je me suis dit comment je peux leur parler. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'aller regarder ce qu'on fait assez peu finalement, où on le fait, mais on n'essaye pas trop de creuser. Euh, dans quelle mesure ces outils qu'on appelle des grands modèles de langue, alors moi je vais vous parler que de ça, hein, je vais vous parler de LLM, donc c'est Large Language Models pour grands modèles de langue, et je vais vous parler de TAL pour traitement automatique des langues. Voilà. Voilà, comment est-ce qu'on peut les situer? Qu'est-ce que c'est que ces outils? Déjà, je voulais faire un petit rappel historique. Ça me semble souvent nécessaire. Peut-être que pour vous, ça ne le sera pas, mais bon, d'expérience, ça fait du bien. Donc, souvent, les gens, ils mélangent IA et apprentissage, et IA et apprentissage profond. Donc, je voulais faire un tout petit point, en reprenant ce schéma que j'aime bien. L'intelligence artificielle, ça date des années 50, enfin, juste après la guerre. Et à l'époque, c'était des systèmes à base de règles. D'accord? Donc, c'était de l'intelligence artificielle, mais pas telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ensuite est arrivé, à partir des années 90, des puissances machines suffisantes, des espaces mémoire suffisants, des disques durs, etc. Plus la présence de textes en ligne, en tout cas, avant d'être en ligne, ils étaient numérisés, puis après en ligne, ça a permis de faire ce qu'on appelle de l'apprentissage. Et l'apprentissage machine, ça veut dire qu'on donne des exemples à la machine qui va essayer de reproduire euh, ces exemples. Donc ça, c'était de l'apprentissage statistique. À l'époque, on ne faisait pas de neuronal. Le neuronal est arrivé, vous le savez, on va y revenir, hein, mais là, j'ai mis quoi comme date? 2010. Bon, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà. Donc là, il ne faut pas confondre IA, enfin, intelligence artificielle, et apprentissage neuronal. Ce n'est pas tout à fait la même chose, hein. Il y a quand même plusieurs manières de faire de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un premier point. Et puis nous, ce qu'on a vécu en TAL, en fait, on a vécu une révolution. Quelque chose d'assez violent. Une révolution, c'est quelque chose de violent, c'est pas que positif, hein. On a, en 10 ans, un peu plus de 10 ans, hein, 2013 à aujourd'hui, on a vu le domaine changer du tout au tout, y compris le nombre de personnes participant au domaine changer du tout au tout. Ça a changé nos conférences, ça a tout changé. Et ça nous pose de gros problèmes épistémologiques. D'abord, ça nous pose des problèmes organisationnels, hein, évidemment. On n'a pas forcément les gens pour relire tous les papiers qui sont envoyés dans les conférences, mais ça pose des questions épistémologiques plus larges aussi, dont on va parler. Alors j'ai fait un petit, là c'est vraiment la décennie en un slide, hein, donc attention, accrochez-vous à vos sièges. Euh, donc ça commence dans les années 2013 avec un papier de Mikolov, donc c'est l'équipe de Google, qui va lancer les embeddings, ce qu'on appelle les plongements lexicaux. Donc les plongements lexicaux, qu'est-ce que c'est? C'est des vecteurs qui représentent le sens des mots. Ils ont la particularité de ne pas distinguer les différents sens des mots. C'est-à-dire que par exemple, il y a un seul vecteur pour avocat. Donc là, ça a été très utile pour faire beaucoup de choses, mais vous voyez bien qu'il y a des limites. Après sont arrivés les transformers, qui sont une architecture beaucoup plus complexe et qui prennent en compte ce qu'on a appelé l'attention. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'attention, ça nous prendrait des heures. euh, et qui permet de prendre en compte le contexte. Donc là, on va avoir ce qu'on appelle des embeddings contextuels. En gros, on va être capable de prendre en compte le contexte d'énonciation du mot. Voilà. Avec la série des BERT, vous avez peut-être entendu parler des modèles BERT, qui étaient plutôt, entre guillemets, aujourd'hui on les appellerait petits, ce qui me paraît quand même assez dément, mais ça veut dire qu'on pouvait les faire tourner sur des PC de taille raisonnable. Et puis on est arrivé vers des modèles qui sont tellement gros qu'aujourd'hui nos masterants, nos doctorants sont obligés de travailler sur des supercalculateurs pour les faire tourner. D'accord? Nos masters travaillent sur la grille de 5000, qui est la grille de calcul d'INRIA, et ma doctorante, que vous voyez là-bas. Je fais comme avec les enfants, je vais faire honte comme ça. Voilà, donc Fanny, par exemple, travaille sur Jean Zay, hein, qui est le supercalculateur national qui est à Orsay. Vous imaginez la différence? On passe de gens qui faisaient des algos, qui testaient des choses sur des données linguistiques, etc., à des gens qui se mettent à connaître la différence entre un CPU et un GPU, un A100 et un V100, etc. On a un glissement très rapide vers autre chose. Mais ces révolutions, enfin cette révolution majeure, elle vient de très loin. Le premier modèle de langue, enfin la première
idée de modèle de langue dont on est la trace, enfin, donc ce que j'ai trouvé en tout cas, c'est Shannon. Donc, dans cet article de Shannon, il y a beaucoup, beaucoup de choses, et il émet cette idée qu'on pourrait avoir un modèle de langue, c'est-à-dire un outil qui pourrait permettre de deviner les mots suivants. Et puis, vous savez tous que l'hypothèse distributionnelle, ça vient d'Harris, hein, la différence, enfin, la différence de distribution est corrélée à la différence de sens des mots. Donc là, c'est ce qui a été repris. Alors, on peut discuter de est-ce que c'est Harris, est-ce que c'est pas Harris, mais enfin, voilà, il y a cette idée que le sens des mots dépend des mots avec lesquels ils interagissent. C'est pas récent, quoi, hein. Donc là, à Shannon 48, Harris 54, vous voyez, c'est assez vieux. Le premier réseau de neurones, je ne suis pas sûre qu'on appelle ça un réseau de neurones, mais le perceptron, en tout cas, c'est Rosenblatt, c'est 58, hein, donc c'est minimaliste. Ici, on voit un exemple très très simple. Et puis, on a le multicouche qui, lui, va apparaître beaucoup plus tard, hein, parce qu'on a besoin de puissances de calcul qui n'ont rien à voir, hein. On a 1986, le fameux article. Alors, vous voyez bien, le premier auteur, c'est Rumelhart. C'est pas Geoffrey Hinton. Pourtant, c'est le papier de Geoffrey Hinton sur la backpropagation. Un des deux papiers, je crois, qui lui a valu le prix Nobel. Donc, c'est ça, c'est le perceptron multicouche. Et surtout l'algo de backpropagation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on renvoie l'information. Bon. La première application réelle, ça va être Yann Lequin. Et ça, vous en avez peut-être entendu parler. Et c'était sur les images. Donc, en l'occurrence, c'était reconnaître des codes postaux qui avaient été écrits manuellement. Donc là, je crois que c'était parce qu'il y avait une base de données d'images de codes postaux qu'il a pu réutiliser ça pour entraîner son modèle. Et ça a fonctionné plutôt bien. Donc là, on était en 90. D'accord. On est très loin du TAL, hein. Là, c'est pas du tout de la langue, hein, c'est vraiment des images, la reconnaissance de caractères. Et puis, le premier modèle de langue neuronale, c'est Bengio, Yoshua Bengio, en 2000. Ça ne veut pas dire, si je vous ai montré ça, c'est pas pour vous dire, oui, c'est des idées qui existent depuis longtemps. C'est juste pour rappeler que la recherche, c'est des petits pas, et que chacun construit sur les petits pas précédents, et que là, il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient déjà présents, et ça ne veut pas dire que les gens qui les ont assemblés pour faire quelque chose qui a révolutionné un domaine entier et peut-être une partie de la société ne sont pas intelligents. Et voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux rappeler qu'il y avait des fondations avant, et quelles étaient ces fondations. Donc ça vient de tout ça, hein, avec des gens qui ont assemblé tout ça. Alors, je vous ai dit, ça, les grands modèles de langue, ils nous posent problème mental, même si les collègues n'en parlent pas toujours. Si on réfléchit 2 secondes, on se rend vite compte qu'il y a des problèmes. Donc, premier problème, avant les années 90, on ne faisait pas trop d'évaluation, ou plutôt les gens faisaient évaluer leur système individuellement sur des petits jeux de données, des petits corpus. À partir des années 90, il y a eu le début de ce qu'on appelait le paradigme de l'évaluation, c'est-à-dire qu'on a mis en place des campagnes d'évaluation. Une campagne d'évaluation, c'est une compétition où il y a des collègues qui utilisent leurs outils pour essayer d'atteindre, de réaliser une tâche le mieux possible. Donc ça veut dire qu'on a une tâche. Ici, je vous présente MUC, donc Message Understanding Conference. C'était la première, et elle concerne les entités nommées. Alors, les entités nommées, c'est des objets qui ne sont pas vraiment linguistiques, hein, c'est des noms de personnes, noms de lieux, dates, etc. Donc, la tâche était ça, c'était reconnaître les entités nommées. On avait un format, on avait une référence, hein, il y avait un goal, il y avait un corpus qui avait été annoté à la main. Et puis, on avait une métrique, en l'occurrence, enfin deux ou trois métriques, mais qu'on avait à précision, le rappel et la F-mesure, en l'occurrence. Voilà. Donc, c'est ce qu'on savait faire. Puis, on a développé ça pendant des décennies en TAL. Et ça continue, hein, on continue à faire des campagnes d'évaluation, des shared tasks, il y en a encore plein. Voilà, donc ça, on savait faire. Une tâche, ou deux tâches, bon, quelques tâches, mais voilà. Et puis, ah oui, alors, un autre point qui est important, c'est que les LLM, c'est pas, justement là, j'ai pu vous citer un papier, hein, il est là, voilà. Avec les LLM, ce qui va changer aussi, c'est comme c'est pour la plupart des produits, ils sont vendus par des entreprises, il y a très peu de publications associées. Par exemple, ChatGPT, il n'y a pas de publication directe. Il y a une publication sur Instruct, mais il n'y a pas de publication sur ChatGPT lui-même. Il y a un billet de blog. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Il y a aussi des communiqués de presse, etc., mais il y a très peu de papiers. Et alors, des papiers relus par les pairs, c'est encore vraiment minuscule, hein. Donc, l'évaluation, de ce point de vue-là, elle est quand même difficile. C'est un premier élément qui fait que c'est difficile.
Mais le deuxième élément, surtout, c'est que j'ai un collègue qui dit, François Yvon dit, les grands modèles de langue, c'est les couteaux suisses du TAL. Et ça, au début, je trouvais ça super comme expression, j'ai beaucoup réutilisé. Et après coup, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas du tout ça. Parce qu'un couteau suisse, vous avez un certain nombre d'éléments dedans. Vous avez le petit ciseau, vous avez la petite lime, etc. Vous pouvez les énumérer. Ici, il y en a 6, on les voit. Et ChatGPT, effectivement, il permet de faire de la conversation, de générer du texte, du code, de faire de la catégorisation de sentiments. Il peut faire une analyse en part of speech, etc. Et tout est dans le etc. Alors vous pouvez me dire, un couteau suisse, c'est pareil? Ben non, quand même pas. On peut vraiment, avec ChatGPT, avec les LLM, on a ce etc. qui est extrêmement problématique. Parce que comment est-ce qu'on va évaluer etc.? Je vous ai dit qu'on savait évaluer une tâche, quelques tâches, mais etc. Et j'ai des collègues qui ont écrit là-dessus, Emily Bender et ses collègues ont écrit ce papier que je trouve très bon sur Everything in the Wild World, où elle compare l'évaluation des LLM à cet épisode des Muppets où il y a le musée du monde entier. Donc vous rentrez, il y a le musée des articles de cuisine, vous rentrez, il y a tous les articles de cuisine, le musée des articles de jardinage, il y a tous les articles de jardinage. Et puis il y a une porte, après quelques milliers de portes, il y a une porte, c'est et tout le reste. Et vous ouvrez et vous tombez dans le monde. Et c'est un peu ce qui se passe avec ChatGPT, avec les outils comme ça, c'est qu'ils sont mis à disposition des gens et jouez avec, et c'est vous qui allez faire notre test. Vous avez remarqué que ça s'est passé comme ça, hein. Donc c'est très complexe. Aujourd'hui, on n'a pas, enfin, il n'y a pas vraiment enfin, il y a des réflexions, bien sûr, mais il n'y a pas de solution, hein. Tout ce qu'on a mis en place, c'est des benchmarks. Donc on a des, 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 des- des ensembles, des corpus qui sont en ligne, hein. Ici, je vous ai mis le Big Benchmark de Hugging Face, avec des tas d'entrées et des tas de tests et que les outils doivent réussir pour avoir un score, hein, dans un leaderboard. Mais ça, on oublie souvent quand on fait ça, qu'en fait, en tant qu'utilisateur, dès qu'on utilise un outil un tant soit peu technologique, on va, en tant qu'utilisateur, on va agir sur cet outil, on va le transformer. Et c'est ce que nos collègues en sociologie de la traduction vont appeler ici le déplacement. Alors, vous avez un sèche-cheveux. Alors, on sait qu'il y en a certains qui l'utilisent pour mettre le feu aux chambres d'hôtel, hein, je parle à seul. Private joke d'hier. Mais sinon, vous savez tous que vous l'avez souvent, enfin, moi en tout cas, ça m'est arrivé d'utiliser le sèche-cheveux pour faire autre chose, c'est-à-dire par exemple sécher des joints de placo, des trucs comme ça, bon, c'est classique. On ne peut donc pas prévoir tous les usages de l'outil. Donc c'est encore pire pour ce etc. Il devient encore plus large ce etc. Et j'ai un exemple pour vous. Quand ils ont sorti ChatGPT, ils le décrivaient comme un model which interacts in a conversational way. D'accord? Donc un agent conversationnel. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont tout de suite dit, mais ça marche pas, et c'est rigolo, parce que moi, je lui ai demandé qui avait gagné la Coupe du Monde de foot en 68, et il m'a parlé de Pelé, et le Brésil qui a gagné, et c'est n'importe quoi, ha ha ha, la Coupe du Monde, il n'y en a pas eu en 68 de Coupe du Monde de foot. Ben, en fait, c'est pas un problème. ChatGPT, il génère du texte, il a généré du texte crédible, bien écrit, et c'est parfait, enfin, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc pour moi, c'est un 100% là. Le problème, c'est que les gens ne l'ont pas utilisé pour générer du texte, ils l'ont utilisé pour faire de la recherche d'informations. Et il y en a beaucoup parmi vous qui font ça. Ça n'est pas fait pour ça. Voilà. Ça n'est juste pas du tout fait pour ça. Donc quand les gens parlent d'hallucination, moi je parle de génération de qualité. S'il a généré du texte suffisamment de qualité pour que vous vous trompiez en pensant que c'est la vérité ou c'est une réalité du monde, c'est qu'il a très bien fait son job. C'est vous qui n'avez pas bien fait le vôtre en vous disant que c'était un moteur de recherche. Donc en fait, c'est le sèche-cheveux. Hein. On a un sèche-cheveux qui génère du texte et vous l'utilisez pour, non pas pour sécher les joints de placo, mais pour faire de la recherche d'informations. Donc bien sûr, ils se sont emparés de ça et ils ont créé ChatGPT Search, etc. Bien sûr, parce qu'on essaye d'adapter les outils, mais vous voyez bien qu'il y a un déplacement. Voilà, donc ça, c'était les premiers problèmes qui sont plutôt d'ordre épistémologique. On voit bien là, c'est assez large. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse à ces questions, hein. Enfin, je ne l'ai pas, clairement, mais je ne suis pas sûre que le domaine ait la réponse à ces questions. Maintenant, on va regarder, est-ce qu'on est capable d'évaluer la couverture de langue des LLM? Et donc, quand on demande à ChatGPT, puisqu'il n'y a pas de publication, je vous le rappelle, donc on ne sait pas combien de langues il supporte ou il couvre en bon français. Donc moi, je lui ai demandé, en français, combien de langues tu parles? Et il m'a répondu, comme j'imagine, parce que je lui posais la question en français, il a mis le français en 1, puis après anglais, etc. Et il dit qu'il parle une cinquantaine de langues. Donc c'est pas à vous que je vais dire que je vais apprendre qu'une cinquantaine de langues, c'est pas grand-chose.
Mais même quand on regarde les langues qui sont supportées, donc si on prend un outil qui dit: «Je supporte X langues», est-ce qu'il les supporte vraiment? Est-ce qu'il les couvre vraiment? J'ai des collègues qui ont regardé le breton sur un outil qui fait du breton. Je veux dire, ils ne sont pas allés chercher un outil, comme ChatGPT. Non, ils sont allés chercher M2 M100 qui est un outil de méta, hein, d'où les M, qui dit couvrir 100 langues, y compris le breton. Voilà, vous dites que vous couvrez le breton, on va les regarder. Et donc ils sont allés regarder, ils ont utilisé une phrase que je trouve très belle, hein: La langue que quelqu'un pratique est un monde dans lequel il vit et lutte». Et on regarde la traduction fournie par M200. C'est le cas d'un homme qui a laissé le coucher et qui a laissé le coucher. OK, d'accord? Et ça, c'est voilà, c'est un exemple de publicité. Je pense qu'ils voulaient arriver à 100 langues parce que ça faisait joli et donc ils ont ajouté le breton parce qu'ils ont dû trouver quelques corpus en breton, mais ils ont jamais regardé ce qu'il y avait dedans. Il faut que ce soit des chercheurs pénibles, qui en plus parlent des langues, voilà, pour aller regarder ce qui se passe vraiment. Donc c'est compliqué parce qu'on a quand on atteint suffisamment de données, suffisamment de langues, bah, il faut faire des efforts d'évaluation qui coûtent et qui sont pas forcément, d'abord à la portée, parce qu'il manque de locuteurs et de benchmark et puis qui sont pas forcément rentables, hein, pour les entreprises. Et quand on regarde l'entraînement de base, hein, là je regarde Llama 2. Alors Llama 2, il y a une publi, qui a pas été relue par les pairs, mais qui est quand même très on peut la reconnaître qu'elle est très détaillée, vraiment. Et là on voit, ils disent quelle langue d'entraînement a été utilisée pour Llama 2 et on voit qu'à 90 c'est de l'anglais. Il y a 8 de unknown, et ça c'est un des problèmes être capable de repérer les langues qu'on utilise pour entraîner les modèles. Et c'est intéressant parce que là, on se rend compte que, voilà, après il y a l'allemand et le français, par de base, hein, quand on fait l'entraînement de base. Après, bien sûr, on peut fine tuner le modèle, on peut ajouter des choses, ajouter des langues, hein. Il y a Llama 2, par exemple, ne fait pas de français, hein. Il va commencer par faire une phrase et puis après, il va passer en anglais. Par contre, il y a une version fine tunée de Llama 2 pour le français qui s'appelle Vigogne, qui, elle, fait du français parce qu'elle a été. Mais par défaut, c'est assez peu multilingue par défaut. Puis il y a un autre problème, bah, il y en a plein, hein, mais ça, je trouve c'est un exemple assez rigolo parce que généralement, les gens ne connaissent pas ce petit problème-là, qui n'est pas un petit problème. Hem, alors les gens parlent de tokenisation, moi je parle de fragmentation, parce qu'on est c'est plus des tokens, c'est plus des unités lexicales, on est vraiment dans des fragments de mots. Donc ça, c'est, OpenAI, c'est le tokeniseur d'OpenAI, c'est le fragmentaire d'OpenAI, comment il découpe les mots. Donc vous voyez, en anglais, ça marche plutôt bien, ça découpe pas trop mal, avec la négation qui est séparée, voilà, c'est pas mal. Mais dès qu'on passe dans d'autres langues et en particulier en français, mais encore pire en allemand, ça va découper beaucoup plus. Ça va générer des fragments qui ne font pas sens, linguistiquement. Heu, il y a des collègues qui ont montré que ça peut poser problème parce que, par exemple, ça peut faire disparaître du féminin dans les langues flexionnelles, d'accord? Vous allez voir que c'est pas complètement anodin. Hem et c'est intéressant d'un point de vue éthique parce que ça veut dire aussi que pour la même phrase, il y a beaucoup plus de fragments en français et en allemand qu'en anglais. Or, vous payez aux fragments. Donc ça veut dire que le traitement des langues qui ne sont pas l'anglais va être plus cher que l'anglais. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça assez rigolo, c'est pour vous montrer pourquoi. Ah oui, au fait, pourquoi? Parce que ça a été entraîné pour l'anglais. On pourrait entraîner il y a des modèles qui sont plus multilingues et qui ont entraîné leur, fragmenteur pour plusieurs langues, hein. Voilà. Alors on va rentrer dans le gras, justement, puisque j'ai commencé à vous en parler un tout petit peu. Je vais vous parler de comment est-ce qu'on évalue les stéréotypes qui sont produits par les modèles, parce que oui, les modèles produisent des stéréotypes. Donc ça, c'est un exemple, puisque tout le monde me parle de Mistral. Et tout le monde dit: «C'est formidable», donc oui, c'est formidable. Donc là, c'est quand on commence, alors c'est un vieil exemple de l'année dernière. J'ai des exemples récents en goodies, si vous êtes gentils, je vous les montrerai pendant les questions. Vous allez voir, c'est pire. Donc là, c'est grâce à Fanny qui est là-bas, merci Fanny. Fanny, elle a un super pouvoir, c'est pas de voler, c'est quand elle commence à interroger un LLM, il sort des horreurs. Et donc là, elle a écrit «Women are» et il a continué «Truly designed to be mothers». Voilà, et je vous laisse lire la suite. What does this mean for the individual woman? This means that you are wired to desire family. Pour toutes celles qui ne veulent pas d'enfants ou qui n'ont pas d'enfants, tant pis pour vous, hein, c'était comme ça, vous avez perdu. To give of yourself and to love deeply, et cetera. Alors après, il y a pire, sur la partie oui, men are, parce qu'on va se retrouver avec des trucs du style: «Les femmes doivent pas faire n'importe quel sport, hein, faut pas». Voilà. Donc ça, c'est Mistral. Des Mistral base, j'insiste, hein. Là, si vous regardez la capture d'écran, que vous ne voyez pas parce qu'évidemment c'est trop petit, mais si vous regardez là, il a été téléchargé plus de 2 millions de fois.
Alors les gens ils disent oui, c'est pas le Mistral Instruct, là on pourra en reparler parce qu'on a fait des tests aussi là-dessus. N'empêche qu'il a été téléchargé de millions de fois. Après, la question c'est combien de fois il a été utilisé. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a quand même un problème. J'espère qu'on est tous d'accord pour dire que cette essentialisation des femmes qui sont réduites à leur statut reproductif, ça pose problème. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, hein. Visiblement, en tout cas, chez certains, chez Mistral, ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes. Donc l'idée qu'a eue Fanny, qui est une idée vraiment géniale et qui lui a valu un prix de, de votre association, c'est voilà, ChatGPT est souvent utilisé pour générer des lettres de motivation, qui est le truc le plus pénible du monde, à part les évaluations HCRS, hein. Donc voilà, on lui demande de générer une lettre de motivation pour quelqu'un. Alors en l'occurrence, c'est quelqu'un qui se genre au masculin, qui lui demande voici une offre de stage, je dispose d'une double licence cinéma gestion, peux-tu m'écrire une lettre de motivation? Et la lettre de motivation sort au féminin. Et ça, c'est intéressant parce que, tiens, le prompt, l'invite n'est pas genré, mais la lettre est genrée et elle est mal genrée. Parce qu'elle devrait au moins être au neutre, quoi. Donc ça, c'était intéressant. Donc l'idée de Fanny, ça a été de tester ça. Alors pourquoi est-ce qu'on veut tester ça? Parce que ça a l'air rigolo, hein. On se dit: «Oh là là, c'est rigolo, hein, c'est rigolo». C'est comme tout à l'heure, ce que j'ai montré, c'est rigolo. Sauf que ça a vraiment un impact dans la vie, quoi. C'est rigolo jusqu'au moment où ça vous arrive dans la vraie vie et dans la vraie vie, il y a un exemple ici que j'aime bien, c'est le bot du Pôle emploi autrichien. Donc ils ont utilisé une version de ChatGPT pour orienter les chômeurs et les étudiants et en fait, ils refusaient systématiquement d'orienter les femmes vers l'informatique, y compris quand elles avaient un master en informatique. Donc on passe d'un biais de représentation, c'est-à-dire qu'on a un texte qui représente mal les femmes, à un biais d'attribution, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas accès à certains, en l'occurrence, certains boulots, quoi, ou certaines orientations. Alors ça peut poser problème, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bah, on nous dit il faut de l'IA partout. On va en mettre à France Travail, ils sont en train d'en mettre à France Travail en France, hein. Il y en a dans toute l'administration française, on veut nous coller de l'IA. Je suis pas sûre que ça serait pareil si c'était biaisé, si on disait que les hommes, ne sont là que pour avoir des enfants et s'occuper d'eux à la maison. Voilà. Donc là, c'est des travaux que je vais présenter donc, qui ont été réalisés donc, avec Fanny et avec sa co-encadrante Aurélie Livéole, hein, ma collègue du LISEUN, que je salue ici, dans le cadre d'une ANR qui s'appelle Inextinso pour, les biais intrinsèques et extrinsèques, des modèles de langue. Évaluer les biais intrinsèques et extrinsèques des modèles de langue. Alors voilà l'idée de l'expérience. On a une invite neutre qu'on va générer moult fois, hein. Ici, on va remplacer coiffure par plusieurs dizaines de métiers, d'accord? Et là, l'invite est neutre. Et puis, on va demander à plein de modèles de générer un certain nombre de lettres de motivation. Et on va regarder comme ça statistiquement, on va avoir des données un peu robustes, quoi, pour voir dans quelle mesure ils genrent au neutre. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on voudrait, hein. On lui demande sans mettre de genre, donc on aimerait bien qu'ils nous proposent, des parenthèses ou, une version, heu, avec, je sais pas moi, des et, une écriture paritaire et cetera. Bon, donc là, c'est Bloom, hein, l'exemple de Bloom, donc coiffure égale féminin. Alors qu'est-ce que ça donne? Avec les invites neutres, les modèles génèrent 2 fois plus de masculin que de féminin. Quels que soient les métiers, alors on a tout un échantillon les métiers, il y a des métiers qui sont stéréotypés plutôt envers les femmes et plutôt envers les hommes, hein, c'est assez équilibré, plus des métiers, qui sont moins stéréotypés. Ce qu'on voudrait bien sûr, c'est qu'ils nous fassent du neutre. On a 35 de neutre, mais vous voyez, on reste avec beaucoup trop de genrés et beaucoup trop de masculin en particulier. Là, il y a des modèles qui sont moins stéréotypés que d'autres. Donc Vigogne, dont je vous parlais tout à l'heure, là, le lama du français, il est ici. Donc le bleu, c'est le masculin et vous voyez que Vigogne, il fait, ben, du masculin, du masculin. Il devrait faire beaucoup d'orange, hein, pardon, beaucoup de rose, du neutre et on voit qu'il fait surtout du bleu. Le modèle qui s'en sort pas trop mal, c'est XGLM, qui est un modèle, multilingue. Alors lui, il fait pas mal de neutres. Et puis GPT-2 qui a été créé par des collègues, il qui est vraiment pour le français, on voit qu'il est plus équilibré. Il est biaisé quand même, mais plus équilibré. Voilà. Donc, c'est pas anodin d'utiliser un modèle plutôt qu'un autre. Et bien sûr, non seulement les modèles vont reproduire les stéréotypes du monde réel, c'est-à-dire que, la coiffure, c'est surtout les femmes et cetera, mais ils vont les amplifier. On va retrouver une amplification, de la représentation et ici, c'est les 10 domaines les plus biaisés
Donc, de côté féminin au début, hein, on voit tout le care, aide en puériculture, soins infirmiers, etc. Et puis, ceux qui sont biaisés au masculin, et on va avoir conduite de chantier, maçonnerie, etc. Ce qui est intéressant aussi, alors c'est pas complètement vrai et ça reste à creuser, c'est qu'il y a une intersectionnalité, hein. Si vous regardez, c'est aussi les métiers qui sont les moins bien considérés, payés, etc. Donc ils sont stéréotypés déjà dans la vraie vie, on amplifie ces stéréotypes, et en plus c'est aussi des stéréotypes socio-économiques. Alors, comme, quand on parle de ça, c'est les gens, ça leur parle. Vous, ça vous a parlé, ça, c'est vraiment bien, mais ça parle pas toujours à tout le monde. Par contre, quand on commence à parler de médical, d'un seul coup, ça réveille un peu les gens. Donc là, ce qu'on a fait, j'ai un autre doctorant avec Aurélie, enfin doctoré maintenant, il a passé sa thèse, qui travaille sur la génération de cas cliniques. Donc, il génère des cas cliniques avec des outils, des LLM, et on lui a fait générer des cas cliniques avec des contraintes. Donc, notamment une contrainte de genre, on lui dit, voilà, le sexe, féminin ici, 64 ans, qui doit contenir tabagique, diabétique, infarctoïde inaugural, etc. Et on fait générer des cas cliniques au modèle. Et on regarde s'il génère au masculin, au féminin, est-ce qu'il respecte les contraintes. Donc les contraintes, elles sont soulignées. Mais ici, ça nous intéresse moins. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le genre est respecté. Ici, on lui demande du féminin et l'AMA, il nous génère du masculin. Donc, c'est un papier qu'on a publié à NACL cette année, là. Et qu'est-ce que ça va donner en moyenne? Alors, ça, c'est le schéma qui est vraiment beau, mais pas super facile à expliquer. Donc, la réalité qu'on a regardée sur les statistiques de la PHP, c'est le hachuré. Donc, c'est le sexe ratio dans le monde réel, c'est ce qui est hachuré à droite de chaque colonne. En orange, c'est le féminin, en vert, c'est le masculin. Et la flèche noire, elle va vous indiquer le biais, le sens du biais dans ce qui est généré. Donc, ce qui n'est pas hachuré, c'est ce qui est généré par les outils. Par pathologie, on a testé 10 pathologies. Donc, vous voyez par exemple l'ostéoporose, qui est la deuxième colonne, là, qui est principalement dans le monde réel. On sait que c'est une maladie qui touche surtout les femmes de mon âge. Euh, et là, vous voyez qu'il va nous générer surtout de l'ostéoporose chez l'homme. Plus grave encore, la dépression. Vous avez vu le biais de la dépression. Et encore plus grave, si c'était possible, c'est les crises cardiaques. Et pourquoi je dis que c'est encore plus grave? Parce qu'aujourd'hui, on sait que les crises cardiaques, les problèmes cardiaques, c'est la cause de mortalité la plus importante chez les femmes, alors que ça l'est plus chez les hommes, parce qu'on est super mal diagnostiqué. Parce qu'on arrive avec une douleur thoracique, etc., et qu'on nous dit oui, mais c'est vos règles. Vous n'allez pas nous en embêter. Ou alors, à mon âge, ça va plutôt être ah oui, mais c'est la ménopause, madame, tant pis pour vous, hein, voilà. Donc, et on en meurt. Donc ces outils, aujourd'hui, ils sont utilisés à l'Université de Lorraine, hein, à la rentrée. Les outils, les LLM vont être utilisés pour les examens, je ne sais plus comment ça s'appelle, les ESOP, je ne sais plus comment ESOL, les examens pour les médecins. Donc quand on sait qu'ils sont déjà biaisés et qu'en plus on va en rajouter une couche, ça c'est super inquiétant. Alors bien sûr, nous, on a travaillé sur les biais genrés parce que c'est plus facile à regarder dans les langues flexionnelles, hein, donc voilà. Mais vous allez voir que, enfin, nous, on est en train de travailler sur d'autres types de biais. Évidemment, il y en a plein d'autres. Donc là, c'est euh, un schéma qui montre que, en gros, il suffit de genrer le prompt, hein, donc c'est le vert là. Si on genre le prompt, on se retrouve près de l'idéal. C'est le rouge l'idéal. Donc en vert, c'est quand on genre le prompt et ça marche. Plus ou moins selon les modèles, mais en gros, ça marche. Donc, il faut vraiment faire attention. Ah, ça, c'est notre suggestion, c'est juste ça. Enfin, donner le genre de la personne. Mais je vous ai montré un exemple de lama tout à l'heure qui ne marchait pas, donc ça ne marche pas à 100%, on est bien d'accord. Alors, les gens ils me disent, oui, mais les stéréotypes, c'est le miroir de la société. Donc, en fait, il y a plusieurs publications qui montrent que ce n'est pas le cas. Enfin, ce qu'on génère, c'est pas que le miroir de la société, c'est qu'on amplifie les biais. Donc là, c'est par exemple un exemple qui date. Alors, c'est tout l'apprentissage, neuronal, pas neuronal. À partir du moment où on fait du machine learning, on caricature les données et donc à un moment donné, on va amplifier les biais. Donc là, par exemple, c'était une tâche de reconnaissance de qui fait quoi dans la cuisine. Donc il y a des hommes qui cuisinent, des femmes qui cuisinent. Dans le jeu d'entraînement, il y avait 33% d'hommes qui font la cuisine. Et après, quand on l'applique dans le monde réel, cet outil, ben, il va reconnaître 17% d'hommes. 16% d'hommes. Donc il y a vraiment une amplification des biais, on va le retrouver sur GPT-2, etc. Donc on ne fait pas que reproduire les biais qu'il y a dans le modèle, dans les jeux de données d'entraînement, hein. Il y a au moins 5 sources de biais en TAL, ce n'est pas du tout que les jeux de données, hein. Il y a des collègues qui ont identifié ça depuis quelques années déjà.
Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a bien sûr la sélection des données. Ça, c'est ce qu'on dit, hein, c'est oui, c'est les données, gna gna gna, oui, d'accord, mais il y a aussi, quand on fait du fine-tuning, il y a de la notation, souvent, ou des choix qui sont faits. Bah, ça peut être biaisé, et ça c'est très biaisé, hein. Il y a tout ce qui est bah, déjà dans les modèles de langue, et puis dans le modèle final, dans le modèle fine-tuné, on va retrouver aussi une amplification, on va retrouver des biais. Et puis surtout, c'est le 1, il y a ça. Donc le research design, ça couvre la manière même dont on conçoit la recherche, la manière dont on évalue les modèles, etc. La manière dont sont formées les équipes, en fait. Et ça va avoir un impact majeur sur les biais. Parce que oui, les LLM, ce sont des outils situés. Donc ça, je vous montre la vue synthétique des types de LLM et de leurs producteurs. Donc vous voyez qu'il y a un foisonnement de LLM. Je regarde l'heure parce que voilà. Et différents types. Donc là, depuis les années, là on commence à 2018, hein. Donc on a tous les BERT. Alors ça, c'est tous les embeddings de base, FastText, FGlove, etc. Là, on a les BERT, la famille BERT est en rose. On a les encodeurs-décodeurs en vert, donc c'est pas mal ce qui est utilisé pour faire de la traduction, là, les T5, etc. Et puis les décodeurs seuls, ceux qui ont vraiment qui ont la cote, là, les GPT, les Llama, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, on voit tous ceux qui sont open source, ils ont un fond blanc. Non, c'est le contraire. Non, ceux qui ont open source, ils ont un fond coloré. Le fond blanc, c'est qu'ils sont fermés, les sources sont fermées. Et puis vous avez les petits logos, d'accord? Donc vous voyez des logos qui reviennent souvent. Et ces logos, je vais un zoom, alors c'est moche quand même, c'est une capture d'écran, mais vous pouvez reconnaître le G de Google. Il apparaît aussi un peu plus haut parce que c'est aussi Google. Là, je crois que c'est Google, un des deux, je ne sais plus lequel, ils se ressemblent trop ces logos. Et on voit, là c'est Microsoft, là c'est Meta, là c'est Baidu. Donc là, il y a plein de... Et là c'est OpenAI, bien sûr. Donc la plupart des modèles sont produits, il y a une exception. Là, ce que vous voyez, Hugging Face, là en fait c'est Bloom, hein. Voilà. Il y a une exception, mais sinon, c'est tout produit par des grandes entreprises. On va trouver, heureusement, quand même quelques modèles qui sont produits par des collègues, etc., qui ne sont pas du tout de mauvaise qualité, hein. Mais voilà, c'est quand même produit par des très grandes entreprises, très majoritairement. Et aujourd'hui, on évolue, si vous regardez, c'est assez intéressant quand même de regarder. Donc, ceux qui sont pleins, ça veut dire qu'ils sont ouverts. Donc, vous voyez, il y avait quand même, à la base, ils étaient tous ouverts. Et puis, regardez l'évolution. On ne va pas vers des modèles ouverts. C'est bien normal parce que, enfin c'est bien normal, c'est capitalistiquement normal. Ils veulent rentabiliser et donc les modèles, il faut payer l'accès sous différentes formes. Et cet accès d'ailleurs va être de plus en plus cher puisque j'en ai pas parlé dans la présentation, mais il y a quand même un impact environnemental énorme. Ça veut dire qu'il faut dépenser beaucoup d'énergie, ça veut dire que ça coûte très très cher et qu'aujourd'hui on ne paye pas le prix qu'on devrait payer, même quand on utilise ChatGPT, même si vous payez l'API, vous ne payez pas le prix que vous devriez payer. Donc ça va augmenter, hein. Voilà. Alors, on a fait cette expérience il y a quelques années avec des collègues d'aller regarder donc, pour une dimension éthique qui sort du conséquentialisme et qui est plutôt de l'éthique déontologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait la recherche systémiquement, qu'est-ce qui se passe. On est allé regarder la présence des big tech dans le TAL. Donc d'une part en profondeur sur une année et puis d'autre part en largeur sur toute la CL-ontologie depuis les années 70. Là, on vous montre que 95, mais pas. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit une multiplication depuis 2017, hein, on a multiplié par 4 le pourcentage d'auteurs de papiers qui sont affiliés à des big tech dans le TAL. Donc leur présence aujourd'hui, elle est, alors c'est beaucoup plus aujourd'hui, hein, c'est exponentiel, elle est partout. On a aussi regardé de manière en profondeur, on a regardé qui a des liens d'intérêt avec les big tech, c'est-à-dire qu'il y a eu des financements, des bourses, etc., par les big tech. Et là, on a aussi, c'est intéressant, il y a quand même une énorme proportion des étudiants américains et asiatiques qui sont dans ce cas-là, beaucoup moins en Europe, et à mon avis, ça va changer. Donc, il y a une influence des big tech qui apparaît dès le master, d'accord, et qui est très prégnante partout. Donc ça, on l'a publié à ACL 2023. C'est assez intéressant à regarder de près. Donc, ils sont bien partout.
Et ça vous situe, ça a un impact sur la manière dont la recherche est menée dans le TAL aujourd'hui. Oui, bah, c'est situé parce que si vous regardez, par exemple, les cofondateurs d'OpenAI, vous voyez, c'est quand même assez homogène, d'accord? Ce que vous ne voyez pas ici, ce qui est assez étrange, vous allez tout le temps retrouver ces 6 personnes, hein. En fait, il y a des femmes, il y a Jessica Livingston et puis il y en a une autre et on les voit pas. Elles sont jamais présentes dans les mais enfin, voilà, c'est très homogène et on va le retrouver aussi chez ce fameux Mistral. Donc là, non seulement c'est homogène, les 3 fondateurs, Arthur Mensch, Guillaume Lample, j'imagine Lample et Timothée Lacroix, sont non seulement, homogènes, parce qu'ils sont blancs, c'est des hommes, voilà, mais ils sortent de l'X pour 2 d'entre eux et de l'ENS pour le troisième, et ils ont travaillé chez Meta et chez Google. D'accord? On voit que ça a été démontré moult fois. Quand dans une équipe, il y a trop d'homogénéité, c'est très difficile de se rendre compte, qu'il y a des stéréotypes dans les modèles, qu'il y a des problèmes. Par exemple, on avait cet exemple-là chez Zoom, je l'ai enlevé parce que maintenant ça marche plus et que c'est pas du tal, mais pendant le Covid, pendant le confinement, on utilisait beaucoup Zoom, vous vous rappelez? Puis ils avaient créé cette fonctionnalité qui permettait de masquer le linge qui sèche, les enfants qui font des n'importe quoi derrière. Et cette fonctionnalité, elle doit reconnaître votre visage pour le faire apparaître et puis faire disparaître le fond. Et ben, on voyait un monsieur qui discutait avec un collègue, afro-américain et le collègue, il avait pas de tête. Tout simplement parce que le moteur, il n'avait pas été entraîné sur les poux foncés. Mais quand on est dans une équipe diverse et qu'on est en train de se regarder, probablement qu'il y a quelqu'un qui dirait: est-ce qu'on a testé sur les peaux foncées?» Mais quand on est dans une équipe toute blanche et tout, ben, forcément, c'est moins facile de se poser la question. Donc cette homogénéité dans les équipes, elle est extrêmement problématique et ça, c'est démontré, sociologiquement, hein, que, il y a pas de, c'est pas magique, quoi. On va pas penser à toutes les situations, on est toujours centré sur soi, et c'est important d'ouvrir et d'hétérogénéifier les équipes. Alors pour moi, ça, c'est très situé. C'est-à-dire qu'on va retrouver ça chez tous les producteurs de LLM, hein, c'est connu, les tech bros, ils sont, très majoritairement, de jeunes hommes blancs et ça pose un certain nombre de problèmes, un certain nombre de stéréotypes qui sont générés. Je ne suis pas en train de dire qu'ils veulent le faire, je suis en train de dire qu'ils n'y pensent ils ne pensent pas forcément à les évaluer. D'accord? Donc comment est-ce qu'on peut faire? Alors déjà nous, évidemment, j'espère vous avoir montré qu'on produit des outils, pour aider à évaluer ces modèles, à, éventuellement, aider à les débiaiser parce que tant qu'on ne sait pas dans quelle mesure ils sont biaisés, on ne peut pas les débiaiser, voilà. On est à la recherche aussi d'autres sources de biais, on a trouvé d'autres, donc voilà, c'est vraiment pas que les données d'entraînement. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est changer de point de vue. Donc déjà, pour changer de point de vue, il faut savoir où on est. Donc c'est situé parce que c'est des produits, je pense qu'on ne le dit pas assez, c'est des produits. Bien sûr, il y a quelques publications, mais majoritairement, c'est de la publicité qu'on nous balance et il faut dépasser l'aspect publicitaire. C'est particulièrement le cas, je trouve, pas forcément pour, OpenAI, mais pour Mistral. Je pense qu'il est extrêmement important de se pencher sur la qualité réelle de ces outils et de les évaluer de manière extensive, dans la mesure où ils sont utilisés pour des applications qui ont un impact énorme sur la vie des gens. On n'enverrait pas des gens sur la Lune avec, si on n'avait pas, ou, on mettrait pas en place enfin peut-être, une centrale nucléaire, prions, avec, toutes sortes de systèmes de redondance et d'évaluation et aujourd'hui, en TAL, c'est un peu ce qu'on est en train de faire quand même. C'est pas juste des outils pour vous aider à choisir votre, prochain achat sur Amazon, hein. C'est des outils qui servent déjà à l'évaluation des lycéens, qui servent déjà à repérer les mauvais chômeurs et cetera, hein. Donc, c'est grave en fait ce qui est en train de se passer. Ils sont je vous l'ai montré, créés par des équipes très homogènes. Bien sûr, ça mériterait d'être creusé, mais ça a déjà été, identifié par beaucoup de collègues. C'est plutôt anglo-centré, hein, si les modèles ont des fragmenteurs qui sont souvent entraînés sur l'anglais, c'est parce que c'est souvent anglo-centré. Si on avait, c'est peut-être la pire langue d'ailleurs, enfin, si on veut faire un outil de base qui est un peu adaptable à d'autres langues de manière plus simple, le fragmentaire, en tout cas, je ne l'aurais pas fait sur l'anglais. Parce que l'anglais, c'est très isolant et que, on aurait pris une langue flexionnelle quelconque, ça aurait été quand même un peu mieux, hein, bon, mais
Voilà. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on ne sait pas vraiment les évaluer. Donc c'est pareil, si vous êtes gentil, j'ai des exemples des benchmarks là, que je peux vous montrer, pour vous montrer à quel point on ne sait pas les évaluer. Donc, je pense que déjà, on pourrait commencer par changer de vocabulaire, pour changer de point de vue, et je pense que ça marche, on sait que ça marche. J'aimerais qu'on sorte du dogme de l'innovation. L'innovation, c'est ce qui est nouveau. Des lacets connectés, c'est innovant. D'accord? Le fait que vous puissiez parler à votre machine à laver, c'est innovant. Est-ce que c'est du progrès? On peut se poser la question. On peut très bien ne pas être contre le progrès, mais se dire: «Je suis contre l'innovation» et moi, je vous le dis là, regardez-moi, ça va me valoir, toutes sortes de problèmes à l'université de Lorraine. Je suis contre l'innovation. On est en 2025, on n'est plus dans les années, 60 où c'était: «Waouh, super, on va créer des nouveaux trucs qui servent à rien». Non, là, on peut plus, hein. On va peut-être se poser des questions un peu au-delà de la souveraineté. J'entends beaucoup ça, la souveraineté, la souveraineté. Moi, je m'en fiche un peu que le modèle, il soit français. Mais en vrai, je voudrais qu'il soit ouvert et s'il est ouvert, on s'en fiche qu'il soit français et surtout, je voudrais qu'il soit créé par des équipes diversifiées et qui prennent en compte la diversité qui est la nôtre dans le monde d'aujourd'hui. On ne parle pas de la langue, encore pire, des modèles de langage. Ce ne sont pas des modèles de langage, des modèles de langue et langue avec un S, si possible. Et si on dit qu'il y a pas de problème à avoir un modèle de langue juste pour l'anglais, mais il faut le dire. Moi, ça ne me pose aucun problème. Si Meta, ils avaient créé leur outil, qu'ils avaient dit on supporte 99 langues, aucun problème. C'est eux qui ont décidé de dire: «On en supporte 100, dont le breton». Mais pourquoi le breton? Ils se sont dit: «C'est tranquille, le breton, personne ne va nous embêter avec ça. Personne ne sait ce que c'est». Je sais pas. Donc les langues, j'insiste, c'est pour ça aussi que je dis le traitement automatique des langues. C'est important d'insister sur le fait qu'il y a une variété importante et que la qualité des outils n'est pas du tout la même en fonction des langues. Et quand on me dit: «Il y a une espèce d'inévitabilité», hein, c'est inévitable. On doit inévitablement, utiliser ces outils partout. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, bah, faut les évaluer et les évaluer sérieusement et pas comme on le fait aujourd'hui. Ce à quoi on essaye de participer, hein. On n'est pas juste en train de critiquer, on propose des solutions. Et surtout, changer de point de vue, ça veut dire au lieu de se mettre du point de vue, des producteurs et dire: «Mais c'est super parce on va faire plus d'argent, on va faire plus de production, on va faire plus de PIB», peut-être qu'on pourrait se poser et se mettre de se situer du point de vue des utilisatrices, de nous. Donc, quel impact ça va avoir sur le quotidien, notre quotidien, dans nos interactions avec d'autres personnes, sur nos conditions de travail, sur nos compétences et évaluer les LLM plutôt sous une forme d'analyse, encore une fois, conséquentialiste, bénéfice-risque, puisque c'est la mode et que tout le monde aime ça, mais au niveau systémique. Prendre en compte le système autour, ce qui n'est pas fait du tout aujourd'hui et ce qu'on essaye voilà, de toucher un peu du doigt et qui est compliqué parce que ça nécessite de s'ouvrir à toutes sortes d'autres disciplines et vous savez que l'interdisciplinaire, c'est joli sur le papier, dans la vraie vie, c'est vraiment horrible. Donc voilà, on essaye de faire ça, et dans le cadre du projet Insight, pour ceux qui sont de l'université de Lorraine, on travaille dans cette, orientation-là, donc welcome. Voilà, donc là, je termine sur cette slide pour vous rappeler que tous les sujets que je viens d'aborder aujourd'hui sont aujourd'hui interdits aux États-Unis en recherche. On a publié un papier qui a été, présenté il y a quelques jours à TALN sur le sujet avec mon collègue Vincent Martin. Et la question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure, combien de temps on va pouvoir continuer à faire ces recherches en France? Voilà. Je vous remercie.